Nous sommes le 4 juillet 2025, il est 8 heures et comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Amel Larimi est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. Belle semaine? Oui, ça va. Chaudement? Chaudement, oui. Humidement? Très, très humide en plus, oui. C'est ce qui gêne le plus. Elle n'en peut plus, Amel. Ah, oui, On oui. est au début de l'été, elle n'en peut plus. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est la limite. Au début, hein. Ah, c'est la limite pour On a moi. encore 3 mois devant nous. Hein. Oui, malheureusement, oui. Mais s'il n'y avait pas l'humidité, ce serait supportable, franchement. Si on avait un climat sec, voilà. à la rigueur. Après on ne peut pas tout avoir non plus. Hein. Nous Ouais, avons la mer à côté. Alhamdoulilah. N'est-ce pas? On dit alhamdoulilah. Voilà, quand même, nous sommes bien servis. Hein. En pleine saison estivale, nous sommes une ville côtière. Oui. Après, et oui, voilà. c'est les aléas. Il y a le pour et les le contre. aléas. Oui, exactement. Allez, ce sera juste encore 3 mois. Allez, encore 3 mois. Ça va, Amel? Ça va se passe bien? Oui, ça va. Alors, parlons de la mer, parlons des activités aquatiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la première édition canoë, kayak et paddle. Alors, ça va être une compétition, voilà, qui sera féminine, alors qui sera destinée justement à la participation des femmes, et c'est un événement qui sera donc organisé par la Ligue algéroise des sports d'aviron et de canoë-kayak. Tu en as déjà fait? Non, jamais. Jamais? Ça te tente pas? Non, moi j'ai trop peur de l'eau. Ah oui? Ah oui, oui. Moi, si j'ai pas le pied, je panique après. Ah d'accord. Ah oui, oui. Moi, je vais pas loin. Hein. C'est juste du côté de la côte. Hein. D'accord, mais si tu es bien accompagnée après? Ah non, non, même pas. Même pas, non. Moi, même j'ai pas. la phobie, oui. Non, non. Alors là, il faut une séance finalement pour moi, si j'ai pas désamorcer un peu. Peut-être, peut-être. Mais pas pour aujourd'hui. Hein. Ça va pas être pour aujourd'hui. Alors là, c'est un refus catégorique. Ah non, 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 non. J'aurais aimé négocier un peu plus, mais apparemment. Moi, je suis pas très plage, moi. D'accord. Du tout. Oui. Oui, c'est comme ça. Oui. Moi, je branche dans la rue, pas dans la plage, au niveau de la plage, non. Ah, voilà. Donc, c'est pour ça qu'Amel a du mal, finalement, à supporter l'humidité. Ah, oui, oui, oui. Voilà. Donc, on comprend mieux. Tout compris. Amel, hein, on comprend mieux, effectivement. Et alors, justement, parlons d'humidité, parlons de cette chaleur. En pleine humidité, quand il y a comme ça des taux d'humidité assez élevés, une chaleur assez élevée, première chose à laquelle on pense, c'est l'hydratation, bien entendu. Alors, c'est la meilleure façon, finalement, de préserver sa santé en ces grosses vagues de chaleur, pardon. Et l'hydratation, justement, Dr Fathi Benachnou a choisi de nous en parler ce matin. Qu'est-ce que l'hydratation, surtout comment s'hydrater? Alors, on se dit, on prend un verre d'eau par jour, ça y est, j'ai pris de l'eau. Et pourtant, il y a des quantités particulières, il y a des moments aussi intéressants là où on peut s'hydrater. Donc, ce sont des questions auxquelles Dr Fathi Benachnou nous répondra dans un petit moment. Alors, l'été s'annonce, c'est les vacances. Alors, on se pose des questions, où est-ce qu'on peut emmener nos enfants pour des vacances? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle ferme pédagogique qui va bientôt ouvrir ses portes. Ça va se faire la semaine prochaine, à partir donc, du 12 juillet. Alors, c'est une ferme pédagogique très intéressante, dans le sens où il y a des activités pédagogiques, des activités ludiques, mais aussi des espaces de jeu pour les enfants. Alors, on va revenir sur cet événement. Et nous terminerons l'émission, comme chaque vendredi, en compagnie de nos amis, donc Siham Knouch ainsi que Samira Hajamar, qui ont choisi de marquer le double anniversaire que nous allons célébrer demain, Inch'Allah, à savoir donc la fête de l'indépendance, donc qui correspond au 5 juillet de chaque année, et aussi la fête de la jeunesse. Alors aujourd'hui, Siham Knouch a choisi de nous parler des prénoms qui sont liés à la Révolution, qui sont liés aussi à l'indépendance, et Samira Hajamar va revenir sur les slogans qui ont marqué cette période, seul héros, le peuple, ça te dit quelque chose, oui, oui. N'est-ce pas? Ça nous a marqué. Ah oui, oui, on les a vus sur le mur écrit et ça continue. C'est le peuple. Et ça continue, oui, effectivement. Alors justement, nous allons revenir sur les slogans et les prénoms qui ont rapport ou qui ont un lien direct avec la Révolution ainsi que l'indépendance. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, Amel nous annonce déjà la couleur du ciel. Hein, pas, Amel? Elle est toute faite. Avec beaucoup de déception, Amel. Elle est beaucoup de déception. Mais on aura quand même besoin de détails, hein, n'est-ce pas? Allez, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Alors, il va faire chaud. Oui, des températures caniculaires aussi au sud. 47 degrés par endroit, oui. À 47? Ah oui, oui, oui.
carrément, oui, Ouais. malheureusement. Là, il faut faire très attention par contre. Exactement, oui. Vigilance pour aujourd'hui? Oui, vigilance canicule, oui. Ah, quand même, Du côté du sud, oui. quand même. Alors, vas-y, Ça Amel, dure. c'est à toi. Merci Noul. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui encore, de la brume, des nuages bas en matinée sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Puis le ciel restera généralement dégagé, à partiellement voilé près des côtes. À noter des vents forts sur les côtes ouest qui peuvent atteindre les 50 km/h. Par contre, vers l'intérieur et les hauts plateaux, mais plus le centre et l'est, eh bien, on aura des orages qui peuvent être accompagnés de quelques pluies, parfois sous forme d'averses orageuses sur l'intérieur et le plateau de l'est. La moitié sud, des orages également du côté de Tindouf, l'extrême sud, le Gata Sidi. Ailleurs, rien à signaler, le soleil prédominera, mais à noter des vents forts sur le Sahara central qui vont engendrer des semonces de sable, donc la visibilité risque d'être réduite, donc soyez très vigilants. Ailleurs aussi, on aura des soulèvements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Nord-Sahara, les oasis et le Sahara oriental. Côté température, eh bien toujours stationnaire par rapport à hier. Au nord, eh bien, on aura toujours 41 degrés à Relizane, Chlef Mascara et Ndefla, 37 à Tlemcen, Tizi Ouzou, 36 degrés Constantine, Sétif, Batna, Guelma, 35 à Batna, à Djelfa, Al Beyod et 33 degrés Oran, Alger, Annaba. Au sud, 39 degrés à Tamanrasset, 41 Béchar, 42 Biskra, 43 à Elizi, 46 degrés Tindouf, 45 à In Salah, à Ingezem et 47 degrés le maximum à Drar, Timoumoun, In Salah et Borj Beji Mukhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt calme sur les côtes centre et est avec des vents faibles et variables et peu agités sur les côtes ouest et les vents varieront entre 20 et 40 km/h et seront de secteur nord-est. Un petit tour du côté de l'Amérique du Nord où le ciel se montrera partiellement voilé à Vancouver, peu nuageux à Montréal mais très dégagé à New York, Washington, en Californie. Quelques pluies prévues à Dallas et Mexico mais des pluies assez marquées parfois orageuses du côté de Miami. Côté Mercure, 21 degrés à Vancouver, 27 en Californie, 23 à Montréal, 29 New York, Washington, 28 à Miami et 31 degrés le maximum à Dallas. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une excellente matinée. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et on enregistre des températures effectivement caniculaires pour la journée d'aujourd'hui. Oui, 47 degrés au Sahara central, l'extrême sud. Les villes d'intérieur aussi, oui. Au niveau des hauts plateaux. Exact, 41 à Relizane, Chlef, Mascara. Oui. Oui. Même les 37 aussi. C'est des températures à l'ombre, il ne faut voilà, pas oublier. Voilà, on rappelle toujours que ce sont des températures à Londres, effectivement. Donc, ce sont des températures qui s'imposent. Donc, il faut tout juste... il faut s'y faire. Il faut s'y faire, effectivement, et s'adapter. Et surtout, adopter les bons gestes de sécurité et de santé. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi. On se retrouve tout à l'heure, après le journal télévisé du midi, après celui de 19h, pour un peu plus de détails. Et demain. Et demain, effectivement, à partir de 8h. Merci beaucoup, Amel. À tout à l'heure. Et ce sera une pause musicale. Et Al-Malouf, qu'on vous propose ce matin en compagnie de Adlan Fergani. On se retrouve juste après. جاني ما جاني عن طرف جناني خخور ما أني واصفر جلطايب جيت الوفا أحبابا غايب جاني ما جاني عن طرف جناني خخور ما أني واصفر جلطايب جيت الوفا أحبابا
يعرف بالحومة ريتو شي طفلة طفلة مغروم وما تمشي وتزايد عشقي وغرا أمي في بنت القايد جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ رماني واصفر جلباي جزم وداع حبابا غايب يا بابا سالم وين هي الكلمة اللي كنا الباب هرحيا نعودوها حبيبها بس روحوا جيبوها أطار في جناني فخور مالي وصفر جلطاي جيت إذا حبابها غايب جاني ما جاني عن طرف جناني خبور ماني واصفر جلباي جيت نودع حبابها غايب جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ ماني واصفر جلباي جيت نودع حبابها غايب. Voilà, c'est donc Adlan Fergani. Et à présent, place à la santé. Et nous allons nous intéresser à l'hydratation. Alors, docteur Fethi Benachnou, aujourd'hui, a choisi de nous parler de qu'est-ce que l'hydratation. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Marhaba. docteur? Marhaba. Ça va chaudement, Chaudement. mais agréablement, sincèrement. Ça, Agréablement. c'est important. Alors, Amel nous a annoncé 33 degrés sur Alger pour la journée d'aujourd'hui. C'est C'est une bon. température 33, agréable pour une saison estivale à Alger. Ce qui est dangereux, entre guillemets, c'est le fait que l'on soit dans ce studio qui est climatisé. Effectivement. Il n'y a pas 33 degrés. hein. Non, Ouais. non, non. Et c'est le... On devrait être à 25-26 degrés. Voilà, et sortir dehors à 33 degrés. C'est ce changement brutal, parce que c'est ça qui va entraîner des problèmes laryngés. Et ensuite, c'est le fait que l'air que l'on respire a un certain taux d'humidité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un certain... Plus le taux d'humidité est bas, plus on a des irritations. Là, pour montrer que ce qui est important, c'est le thème de la rubrique d'aujourd'hui, le fait de parler de liquide, de s'hydrater. Moi, j'entends certaines interventions dire « Ah, il faut boire de l'eau », tu vois, un directif comme ça, boire de l'eau. Et les gens, ils ont raison, personnellement, je dirais « Mais pourquoi je dois boire de l'eau et non pas boire autre chose ou ne pas boire du tout ?» Premièrement, il faut expliquer qu'on ne boit pas d'eau parce qu'on a soif. Quand on a soif, C'est un système d'alarme. c'est un système d'alarme. C'est comme quand on est dans un véhicule et que vous avez une petite lampe rouge qui s'allume. C'est-à-dire que vous êtes proche du dégât. Donc, il faut boire avant et pour ne pas avoir soif. C'est quoi l'eau? Pourquoi on doit boire l'eau? Même في الدين تاعنا اليوم الجمعة وخلقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. Nous avons, de par l'eau, donné la vie. La vie ne peut pas exister s'il n'y a pas d'eau. Ça, c'est important. Une chose, chaque être humain, 60% de notre poids, 60% de notre poids, c'est de l'eau. Encore plus merveilleux, le cerveau. Vous avez vu, le cerveau, c'est tout petit et comme un flanc. Ouais, ça bouge comme un flanc.
90% du poids de ce cerveau, c'est de l'eau. Ça, c'est important. Et surtout pour le cerveau, toute variation, toute baisse d'eau, quantité d'eau, va entraîner ce qu'on voit souvent chez les personnes âgées ou chez les femmes enceintes, tout ça, cette sorte de confusion, un petit peu hébété, on ne sait pas où. Ça, c'est une question. Le corps humain ne se permet pas et il réagit tout de suite à un certain manque d'eau. Et ce qui est important, c'est que le fait que l'on existe, maintenant que je parle, que l'on écoute, que le caméraman est en train de travailler tout ça, c'est grâce au cerveau qui nous permet de nous adapter à son environnement, de réfléchir. Mais à partir du moment où on ne tient pas compte de ça, de quoi on ne tient pas compte? Que toutes ces activités, je regarde, je parle, et même des activités que j'ignore, il y a des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas des centaines, de réactions biochimiques, d'opérations biochimiques qui se passent dans notre corps et qui sont consommatrices d'eau. Il ne faut pas dire je ne fais rien, je suis assis ou là je ne perds pas de l'eau. Non, malgré ça, le fait de respirer. Et regardez en hiver. En hiver, quand on parle, il y a une nuée. Ça, c'est de la vapeur d'eau. Donc, on ne le voit pas maintenant parce que c'est chaud, mais en hiver, puisque c'est... Un petit choc thermique parce que l'air, quand même, il sort avec une température de... Une température. Ça, Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on perd de l'eau d'une façon continue. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas... je vais boire, j'ai soif, je vais boire. Non, là, on est en situation de pré-dégâts, de pré-problème. C'est pour ça qu'il faut boire de l'eau. Wahda. Deuxièmement, je reste dans l'évasif quand je dis boire de l'eau. Non, il faut préciser aux gens qu'il y a une quantité bien précise, il y a des normes. Par exemple, minimum 2 litres d'eau par jour. On donne, s'il faut, donner 2 litres d'eau. Alors, 2 litres d'eau par jour. Par 24 heures. Par jour, par 24 heures, c'est tout au long de l'année, pas seulement en été. D'une façon permanente. D'une façon permanente. Permanente. Donc, on précise, c'est pas parce que nous sommes en été qu'on est obligé, mais c'est tout au long de l'année. L'important, c'est pas dire j'ai soif, je vais boire. Non, il faut boire pour ne pas avoir soif. Ça, c'est important. Deuxièmement, la sudation, le fait de suer en été, premièrement, c'est un état de bonne santé, on évacue des toxines, mais c'est le premier climatiseur dont Allah nous a dotés. Mais on perd de l'eau, attention, quand on a les tricots mouillés, tous ces éléments mouillés, qu'on s'éponge le front, tout ça. Ça, c'est de l'eau qui est sortie et qu'on doit récupérer en buvant, j'ai dit, et j'insiste, de l'eau. Je n'ai pas dit autre chose. Pourquoi? Boire quelque chose de sucré, quelle qu'elle soit, ou manger quelque chose de sucré, ou boire quelque chose de sucré, ça va augmenter. Parce que dans notre circulation sanguine, c'est des concentrations de certains produits. Il n'y a pas que le sang, mais il y a. Alors, à partir de ce moment-là, si un quelconque élément est plus important, surtout le sucre ou bien le sel, augmente, le corps humain dit il faut rééquilibrer, il faut m'envoyer de l'eau pour diluer cette hyperconcentration de sucre ou de sel. Alors docteur, on rencontre... Vous voyez ces équilibres Alors justement docteur, on rencontre souvent des personnes qui nous disent on n'aime pas le goût de l'eau, donc ils ont du mal avec l'eau. Alors, ils essaient de remplacer ça avec autre chose qui reste sain, mais est-ce que c'est valable? Par exemple, de l'eau citronnée, par exemple, des tisanes. Ça, c'est important. Ça, c'est important ce que vous dites. Il y a une base sur laquelle on ne recule pas, quelles que soient ses émotions, entre guillemets, ou ses appétences, ou ses refus.
on est obligé de boire de l'eau. C'est comme si vous dites, j'aime pas respirer. Oui. On est au même niveau. On est au même niveau, effectivement. Deuxièmement, on a raison, c'est important, de parfumer, entre guillemets, l'eau. Mais ce qui est important, c'est très souvent une infantilisation. L'eau a mauvais goût, je ne supporte pas l'eau, ça c'est le fait de... Mais on peut... Le meilleur moyen, et c'est ce que je fais moi, c'est de citronner l'eau. Voilà. Pas de mettre un sirop sucré, voilà, non. Prendre un citron et... Je parle d'alternatives très naturelles. Très naturelles. Les tisanes, oui, on peut, mais quelle tisane et pas trop... Et la concentration aussi. La concentration, tous ces éléments. Et il y a aussi l'apport de l'eau, des sources hydriques que sont les fruits, que sont les légumes, que sont les soupes. Tout ça, c'est important. Mais pas mettre, par exemple, une soupe très piquante. Ça va, des trucs. Non, c'est vrai. Mais très souvent, ce qui se cache derrière, l'eau, moi, je ne supporte pas l'eau, le goût de l'eau, tout ça, en réalité, c'est que je n'ai pas envie de boire. Des gens me disent régulièrement, ah, moi, toute la journée, je n'ai pas soif. Mais c'est grave, ça. Oui. Comme des gens disent, ah, moi, je ne sue pas, je n'ai pas de sueur. Là, il faut s'inquiéter. Par contre. Et là, je m'adresse aux parents, aux proches d'une personne âgée qui disent, beaucoup de femmes me disent, ah, moi, mon père ou mon grand-père, on le met dans un coin toute la journée. Non, on perd cette notion de soif. La soif, c'est quoi? C'est notre cerveau qui nous informe que mon taux, c'est comme une voiture. Quand vous avez une petite lampe rouge qui signale que le taux d'essence est en train de baisser. C'est la même chose, là, ce n'est pas de l'essence, c'est l'eau qui est contenue dans notre corps et ça va impacter négativement le corps. Alors on me dit, ah non, ma grand-mère ou mon père ou ma mère, on les met dans un coin le matin, ils ne se signalent pas. Attention, attention, c'est la lampe rouge qui doit s'allumer. Les personnes âgées, comme ils perdent un peu de la vue, de l'ouïe, tous ces éléments, ils perdent les mécanismes qui informent de l'état du corps. D'avoir soif. Avoir soif, il faut être... Mais les personnes âgées, les enfants, les bébés, ça c'est, quoique les bébés, le fait, pourquoi on les allaite, l'allaitement maternel, le lait maternel contient la quantité d'eau nécessaire. Donc il est complet, à chaque fois. On n'a pas besoin de lui rajouter. On n'a pas besoin de lui rajouter, quoique il faut de temps en temps rafraîchir. Ce qui est important, c'est le premier signe, c'est cette élévation de température. On a les joues rouges, on est un petit peu excité, on s'approche du danger. Et c'est comme dans une voiture, parce que parler de voiture en Algérie, ça marche. Pour éviter... Et on s'identifie mieux, finalement. On s'identifie. Le corps, on s'en fout, mais la voiture, c'est important. C'est comme brûler le joint de culasse. C'est très fréquent. C'est parce qu'on n'a pas mis d'eau dans les... Alors nous, on risque pas un frein de culasse. C'est tout le corps qui risque de... Effectivement. Alors, aussi, docteur, on rencontre souvent sur les réseaux sociaux, par exemple, lorsqu'on parle avec des spécialistes... Les fameux réseaux sociaux, effectivement, mais même certains spécialistes aussi nous parlent donc déjà de la quantité au minimum de litres, mais aussi des moments précis ou des moments clés pendant lesquels la prise d'eau a plus d'impact. Oui, premièrement, prendre conscience que l'eau est nécessaire, c'est pas un truc, et on doit veiller. Je reviens à ma voiture, quand on conduit, on voit si on a assez d'essence, ça est dedans. Deuxièmement, le meilleur moment, quand vous allez sortir maintenant, vous allez dans le frais, tout ça, vous allez replonger dans la chaleur, il y a un moment où vous allez vous jeter sur l'eau. Vous allez... Non, et très souvent... Voilà, donc la régie nous envoie une affiche où on voit les recommandations, donc les moments clés pendant lesquels on peut prendre l'eau. Et surtout, pas quand on est après être sorti, faire son marché, tout ça, on rentre à la maison, oh je suis vanné, on plonge dans l'eau. Non, il faut boire de l'eau quand on est assis, quand on est calme, quand on est reposé et à petite gorgée. On peut le faire goulûment.
Un élément très important et très dangereux. L'eau glacée. Oui. On est en train, moi je vois, je farfouille un petit peu en ville, dans les cafés, dans les restaurants, dans les magasins, on vous offre une bouteille, mais comme on dit, c'est-à-dire entourée de vapeur, entourée de glacé, mais au sens propre du terme. Et boire glacé quand on est en ébullition après être sorti, ça peut être très dangereux. Ça peut créer un choc thermique? Bien sûr, c'est quoi le choc thermique? C'est comme si c'est vous qui êtes assise, il y a quelqu'un qui va venir avec un bidon d'eau, il va vous le déverser. Vous allez. Alors, le sang qui est dans tout le corps, le circuit sanguin, qu'est-ce qui va? Parce qu'il circule dans les artères, les artérioles les plus petits, et elles sont mobiles, elles réagissent. Regardez, quand on a chaud en été, on a les veines qui sont, on les voit. Alors, vous versez, comme elles sont vivantes, elles vont se rétracter. Elles vont se rétracter. Et imaginez-vous que c'est dans tout le corps, le sang qui circule, il va se rétracter, il va aller vers le cœur, et le cœur va être surpris de recevoir un afflux de sang. Donc, vous voyez, cette notion d'eau glacée est très, 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 très dangereuse. Il ne faut pas le faire. Effectivement. Pardon, allez-y. Oui. Allez-y. Parfumer l'eau. Oui. Avec du citron, avec, je ne sais pas moi, pas de sirop. Quand je dis sirop, ça c'est... C'est le sirop industriel. Voilà, ça c'est du sucre. Vous allez du sucre. Du sucre et des colorants. Et des colorants, et vous allez entrer dans un cercle vicieux. Comme vous allez augmenter les tensions dans le sang, dans la circulation du sang, votre corps va signaler, dire hey, il y a une augmentation alors c'est un cercle vicieux. C'est tous ces éléments-là. Un citron, alhamdoulilah, cette année en Algérie, les agrumes, surtout le citron, c'est une année bénéfique et magique. C'est comme les récoltes de blé. Et c'est comme la pastèque, on en parlait ce matin. Et la pastèque, alhamdoulilah. La pastèque qui est constituée normalement, d'après certaines études, de 95% d'eau. Et on a découvert aussi que c'est intéressant parce qu'il y a des fibres. Oui. Des fibres, et ça permet. Alors c'est le fruit le plus riche en eau. Vous avez le melon, bettère, tout ça, mais une chose, c'est que les malades chroniques, qu'il fasse froid ou qu'il fasse pas froid ou qu'il fasse chaud, surtout les diabétiques, doivent prendre jusqu'à 4 litres d'eau par 24 heures. En été, je leur recommande d'augmenter. Alors, une petite anecdote. On voit les matchs de tennis, les tennisman, parfois les matchs durent très longtemps. Un match a entraîné une consommation de 8 litres d'eau par le joueur, 8 litres. Et c'était sous un soleil, 8 litres d'eau. Vous voyez que c'est bien de voir le tennis, mais attention, les tennisman, ce n'est pas des fous. Effectivement. Et pas des folles, parce que c'est féminin. Mais sinon, docteur, qu'en est-il de l'eau gazeuse, l'eau naturelle gazeuse? Oui, il y a une eau naturelle gazeuse. Eau minérale gazeuse. Eau minérale parce qu'il y a des sels minéraux. Vous lisez l'étiquette, il y a une tradition, entre guillemets, que l'on se transmet entre nous. Quand vous prenez 4 verres d'eau plate, l'eau plate, c'est pas la... Prenez toujours un verre, le 5e verre, il faut qu'il soit d'eau gazeuse, minérale gazeuse. Et on recommande encore, ça c'est que ce ne soit pas des gaz artificiels, il faut que ce soit des gaz naturels. Et nous, on possède ça. Je ne dis pas les marques, ça va créer des jaloux, mais il y a des marques d'eau naturelle gazeuse et c'est marqué. Entre parenthèses, je crois qu'il est temps en Algérie que toutes les eaux qui sont mises à la disposition, et il y en a plein, pratiquement chaque jour, il y a une marque d'eau qui apparaît. Je crois qu'il faut prendre en main, ça je m'adresse aux autorités, prendre en main ces eaux, faire de très très bonnes analyses actuelles, ça c'est important parce que surtout maintenant on met le paquet sur le fait que certaines nappes phréatiques sont
contaminés, entre guillemets, par les produits agricoles, il faut élargir la gamme de contrôle de ces. Là, l'eau dessalée est très, très, très bonne. Parce qu'elle subit plusieurs examens et ça nous rassure encore plus. Mais je crois que les eaux minérales qui sont mises en vente à la disposition du public, je crois qu'il faut pas resserrer, mais être beaucoup plus vigilant, par rapport à de nouvelles données. Par exemple, les pesticides, les engrais, et voir un petit peu les circuits. Et ensuite, il y a préciser pour les gens, par exemple, qui sont hypertendus, préciser le taux de sucre et mettre, je ne sais pas moi... Taux de sucre, taux de sel aussi. Mais taux de sel, c'est surtout le sel. J'ai dit le sucre. Oui, vous avez dit le sucre. Voilà, je dois boire. le taux de sel pour informer les hypertendus. Ensuite, il y a un élément qui est bien, c'est ce qu'on appelle l'eau pour les biberons. Quoi que je sois contre les biberons, avant de passer au biberon, il faut l'allaitement naturel, mais il faut dire qu'une eau qui peut être bonne pour les biberons. Effectivement. En tout cas, juste une dernière question, docteur. Questionnez. Voilà, parce que c'est un sujet très, très important. Vous voyez que... Voilà. Pardon, là je précise ce que vous avez dit, très important. Moi j'ai écouté des émissions, des collègues, il faut boire de l'eau, point à la ligne. Non, c'est très important, il faut expliquer. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, donc d'expliquer pourquoi la prise d'eau est très très importante. Alors avant de clôturer, docteur, je voudrais juste poser une question par rapport aux âges. Donc est-ce que la quantité d'eau qu'on va prendre a un rapport aussi avec l'âge de la personne? Bien sûr, sachant que à la limite, moi, les opérations biochimiques dans le corps humain diminuent avec l'âge. Diminuent parce que c'est l'âge, la vieillesse. Mais elles sont beaucoup plus ardues. Le corps humain ne répond plus d'une façon rapide que quand on était jeune. Les circuits qu'il y a dans notre corps, l'estomac, la digestion, le foie, les reins, et surtout les reins. Les reins, c'est comme votre radiateur. Je sais que vous êtes très vigilante au sujet de votre voiture. Ce qu'il y a d'extrêmement important, et je vois des gens qui vérifient chaque matin le radiateur. Nos radiateurs, c'est les reins. Il ne faut pas qu'il manque d'eau. Surtout à partir d'un certain âge, il faut boire. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'adresse aux femmes. Les femmes disent, je ne bois pas d'eau, je ne vais pas me ridiculiser aller-retour. Ça, c'est vrai. Et j'en profite pour dire que les femmes ne sont pas bien traitées dans ce domaine-là parce qu'il n'y a pas assez d'urinoir, assez pour les femmes. Sincèrement, il y a des femmes qui sont diabétiques, il y a des femmes qui ont des problèmes de rétention urinaire et sincèrement, je pense régulièrement, l'environnement, il n'y a pas assez de sanitaires. Là, il faut boire. Et qu'importe que je fasse l'aller-retour, les toilettes, mais j'aime mieux conserver mes reins et qu'ils ne soient pas brûlés par manque d'eau. Réellement, ils sont brûlés comme un radiateur qui manque d'eau et perdre ses reins, je souhaite à personne. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être revenu sur ce sujet qui est extrêmement important, d'ailleurs, et extrêmement important. On se voit vendredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, pour une autre chronique. Merci beaucoup, docteur. Et on continue. Alors, docteur nous a parlé du tennis. On va s'intéresser quand même au sport, et particulièrement le sport et l'été. Et c'est un reportage signé Lamia Boudboudaï. On se retrouve juste après. Malgré la chaleur qui s'installe, certains ne renoncent pas à leur dose d'énergie. Tôt le matin, dans cette forêt, on croise des joggeurs, des sprinteurs et des groupes motivés. Entre bien-être et besoin vital, ces moments sportifs sont devenus une habitude incontournable. N'est-ce pas, docteur? Oh, beaucoup du plaisir d'abord et beaucoup de bonheur. Et en soi, c'est un équilibre pour moi. Ça me permet d'évacuer la charge de la semaine, de tous les jours, mais pas seulement. Et puis
Et puis on se sent en plein équilibre. Je me sens zen, comme on dit. Ça fait plus d'une trentaine d'années. Je le fais de façon régulière et alternée un jour sur deux, sans rater. Et particulièrement, le week-end, c'est la matinée. Je profite du vendredi matin, sinon c'est en fin de journée les autres jours. Parfois, la forêt n'offre pas que du souffle et de l'endurance. Elle tisse aussi des liens. Naoufel, passionné d'haltérophilie, s'entraîne ici souvent avec ses amis. Cette pratique nous procure du bien, c'est le principal. Mais l'avantage, l'oxygénation en plein air et de la forêt nous procure un maintien fabuleux. Comme on est tous adhérents à une pratique commune, des liens d'amitié, de sportivité, de compétition se créent. Dans la forêt, chacun trouve sa cadence, sa discipline et son échappée belle. En fait, sincèrement, c'est un bien-être. C'est vrai qu'on a du mal des fois à démarrer, surtout le matin. Mais sinon, après, c'est que du bonheur et c'est un bien-être. Il faut le faire pour ressentir ça. Et pour d'autres, comme ce passionné de vélo, pédaler en forêt est comme une véritable cure de bien-être. Généralement, les gens pensent que le sport, c'est plus pour le physique. Alors que ce n'est pas juste pour le physique, c'est aussi pour le mental. Ça joue un rôle, on va dire, c'est plus important côté moral que physique. Et quand je me vois énervé pour rien et pour tout, je me suis dit la meilleure solution c'est je sors, je m'entraîne, je reviens, je prends une bonne douche. Pour le moment c'est une séance de vélo, 26 minutes, et après une petite séance de 15 minutes cardio. Dans cette forêt, le sport rassemble, fait du bien au corps et surtout à l'esprit. Même sous le soleil, ces passionnés n'ont qu'un mot d'ordre, bouger et respirer. Et de retour sur le plateau, c'était donc le sport et l'été. C'est l'ami Aboud-Bouda donc, qui s'est déplacé au niveau de la forêt de Bouchaoui pour nous transmettre un petit peu cette ambiance. Restons dans le monde du sport, mais cette fois-ci, ça va être les sports aquatiques, vu que demain, à l'occasion donc du double anniversaire, non seulement donc, la fête de l'indépendance, mais aussi la fête de la jeunesse, il va y avoir la première édition. Donc, la première édition, canoë, kayak et paddle. Particulièrement au 100% féminin. Nous en parlons ce matin en compagnie du président de la Ligue algéroise des sports d'aviron et de canoë kayak. Il s'agit donc de M. Moustapha Louahadj. Bonjour, marhaba bik. Merci beaucoup, merci de l'invitation et de l'accueil. Marhaba bik. Alors vous me disiez juste avant qu'on reprenne l'antenne que celui qui prend les rames, c'est parti pour la vie. Ah oui, celui qui touche à la rame pour l'aviron et la pagaie pour le kayak. Et cette sensation de glisse sur l'eau, avec un environnement aquatique et tout, c'est parti pour la vie. Oui, alors donc vous partagez l'avis du monsieur au micro de l'ami Aboud-Bouda qui disait que le sport c'est pas seulement pour le physique, et c'est beaucoup pour le mental. C'est pour le physique et surtout pour le mental. D'ailleurs, tout à l'heure je pensais pour les enfants, on dit aux parents laissez vos enfants faire du sport, sortez-les de. Alors c'est le président d'Ali qui parle ou c'est le médecin qui parle? Les deux. Les deux. Par expérience. Donc il faut encourager les enfants à faire du sport. Et si on les oblige au début, il faut les obliger au début parce qu'ils y vont en marche arrière. Mais une fois qu'ils ont mis les pieds dans le plat, comme on dit, c'est parti pour la vie. Ça rentre dans les gènes et c'est parti. Effectivement, après ça devient une seconde nature. Et on évite tout ce qui est les à-côté, les mauvais à-côté des drogues, c'est ça. C'est vrai que c'est aussi un moyen de préserver. Je vais vous dire, nous on est implanté au niveau de l'Amirauté et on reçoit beaucoup d'enfants, d'athlètes jeunes qui viennent de Qsba, de Bab el-Oued, de Zrara, etc. Et qui viennent un petit peu revanchards, et il faut voir comment ils sont éduqués. Maintenant, j'ai des anciens athlètes qui sont mariés et qui ont réussi leur vie, et c'est notre joie et notre réussite dans ce qu'on fait. C'est comme ça. Effectivement, c'est un véritable retour sur investissement, finalement. Ah oui, c'est une satisfaction vraiment bien profonde et morale. Et morale surtout. Alors revenons sur l'événement qui aura lieu demain. Donc c'est la première édition 100% féminine, n'est-ce pas? 100% féminine, la traversée de Bnat el Mahrousa.
Ça, c'est une initiative ça, de la direction de poétique. la jeunesse et des sports, qu'on remercie pour toutes les activités et les manifestations qu'ils ont fait, qui se font sur Alger C'est et vrai. qui donnent un boom pour le sport sur la Alors, en wilaya fait, d'Alger. c'est un double objectif, hein. C'est non seulement le sport, mais aussi la promotion du tourisme. Du tourisme, du sport et de la culture, parce que tout est lié. Tout est en même temps. lié, effectivement. Mhm. Et donc, on disait que ça là, c'est avec l'association pour la promotion et le développement du sport féminin de la wilaya d'Alger. Mhm. Nous, on en a besoin. On a besoin de Oui. sport, de femmes pour nous. Déjà, on voit dans les clubs, il y a un manque de filles. Et il faut dire que dans notre discipline, les gens ne connaissent pas nos disciplines. Mais actuellement, on commence à recevoir beaucoup de filles Oui. et qui accrochent et qui sont contentes de faire ces disciplines-là. Alors, qu'en est-il de la condition physique? Est-ce qu'il faut être très sportif? Parce qu'on a l'impression que c'est très physique comme sport, lorsqu'on est spectateur et on ne connaît pas. C'est très, très physique. Voilà. Très, très physique parce que, comme la natation, le ski de fond, etc., c'est les sports les plus complets. En physiologie de sport, ces trois disciplines sont au podium dans l'activité physique. Et je ne dis pas que les autres non. Hein. Oui. Et il faut dire aussi, quand j'entends la marche, disons que la marche, c'est excellent pour la santé, pour tout le monde, de 7 à 77 ans, comme on dit. Mais faites du sport, ne serait-ce que la marche. Oui. Mais nous, en tant que Professionnel de la question. voilà, ligue spécialisée d'aviron et de canoë-kayak, c'est des sports très intenses où il y a de la musculation, où il y a des distances. Vous savez, un rameur d'aviron, pour être efficace et arriver à un certain niveau, c'est 20 km jour minimum, si ce n'est pas 2 fois par jour. Donc 40 km jour. Pour l'élite. Oui, pour l'élite, bien sûr. Mais pour les autres, c'est-à-dire si on veut arriver aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, c'est des entraînements très très physiques et très... Oui. Et donc c'est un travail qui se fait en amont, déjà avant d'arriver en mer. Bien sûr, nous on commence, c'est pour ça que c'est des disciplines où on prend les athlètes très jeunes. Donc à partir de quel âge? Disons 12 ans et moins maintenant. Pour le canoë-kayak, on peut les prendre à 10 ans. C'est parce qu'il faut qu'ils sachent nager, etc. Et tout. Donc il y a des conditions qu'il faut avoir pour pouvoir pratiquer. Mais pour l'aviron, 12 ans, c'est l'idéal. Parce qu'on acquiert des gestes automatiques. Oui. Parce qu'après, avec l'âge, c'est plus difficile à les acquérir. Oui. Mais dès qu'on les prend jeunes, c'est parti. Et c'est vrai qu'à 12 ans, un enfant, il est un peu plus mûr, il comprend mieux, il est plus réceptif. C'est-à-dire on peut le modeler. Voilà. Et on peut corriger les défauts, etc., pour qu'ils ne les aient pas plus tard. Alors, et on prend plus 15 ans, 16 ans. À partir de 12 ans. À partir de 12 ans, faites du sport. Garçons et filles. Voilà, garçons et filles. Alors justement, pour revenir aux filles, donc demain, Inch'Allah, ça sera une édition spéciale féminine. Alors justement, par rapport à cette participation, est-ce qu'il y a quand même une communauté féminine importante en matière de canoë et de kayak? Eh ben, je vais vous dire, je suis étonné moi-même. Quand on a ouvert les inscriptions, eh ben, et sur le site, de la Ligue, on a beaucoup de demandes. Et nous, le matériel est vraiment assez cher quand même. C'est coûteux, surtout le matériel d'aviron. Bon, comme il n'y a pas d'aviron, c'est bon. Mais ce qu'il y a, on a une demande et j'espère qu'on pourra prendre tout le monde. Alors, on est à peu près à combien? C'est-à-dire, nous, on a une vingtaine de kayaks. On a fait appel à ceux qui ont des kayaks. Bon, on voit maintenant ceux qui ont des kayaks et des paddles. On parlera du paddle dans 5 minutes tout de suite. Donc, il y a des gens qui vont ramener leur kayak. Il y a des clubs privés et tout qui nous ont appelés. Donc, on les remercie. Ils sont prêts à mettre à notre disposition des kayaks et des paddles. Parce que la demande a été très importante. Et j'en suis étonné déjà personnellement, donc, et satisfait. Satisfait surtout, voilà. Donc, ma femme me dit pourquoi tu dis tout le temps. Donc ouais, ça repart. Voilà, ça c'est d'autosuggestion finalement. Exactement. Et donc. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une transition. Allez-y. Donc.
Ça va bien se passer, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ça va partir de Qasr, derrière le bastion 23, Oui. en face de la DGACN. On va démarrer, on va faire les inscriptions sur place et attribuer les kayaks. Et on donnera le départ à partir de Qasr, la plage. Ce sera à partir de quelle heure? On souhaite vers 9h maximum. Vers 9h, Inch'Allah. Donc, les Après, il fait bon, vers 9h, effectivement. C'est ça. Donc, et l'arrivée se fera au niveau de l'esplanade de la pêcherie. Et ça fait combien, finalement, en distance environ? Dans les 3 km. D'accord. C'est assez correct. Voilà, pour une première édition aussi. Après, alors justement, donc, en plus du kayak, il y a aussi le paddle. Le paddle. N'est-ce pas? Comme je disais, nous, on est une ligue spécialisée en aviron et canoë-kayak. Le paddle est inscrit au niveau de l'ICF, c'est-à-dire la Fédération de canoë-kayak internationale. Nous, en Algérie, on ne l'a pas encore inscrit parce qu'il y a toutes des modalités assez importantes. Il faut que des clubs qui soient affiliés. Mais à la demande de l'association et la forte demande de femmes qui ont des paddles, et on voit au niveau des côtes algériennes partout. On le voit ces dernières années, effectivement. Qui a pris un essor. Et on a des clubs à qui je passe le bonjour, qui sont nouvellement affiliés au niveau de la Ligue, c'est les clubs de la Pérouse, Al-Marsa. Oui. Et eux sont surtout spécialisés en voile, et ils ont commencé avec nous à faire de l'aviron et du canoë-kayak, plus vers le canoë-kayak pour certains, et ils ont la tradition de faire du paddle. Donc avec leur expérience, on a inscrit le paddle pour cette journée pour la traversée. Voilà, donc toujours féminine. Féminine. Toujours 100% féminine. 100% féminine. Alors le paddle aussi, c'est physique comparé au canoë-kayak? Un peu moins, peut-être? Un peu moins. Voilà. Mais c'est physique aussi, parce qu'il y a un jeu de rame, d'équilibre. C'est le jeu d'équilibre surtout, peut-être. Mais la satisfaction est la même. La sensation de glisser sur l'eau, d'être dans un environnement sain, aquatique, etc. C'est magnifique. Ah ben j'imagine. Donc ce sont finalement des filles particulièrement qui ont été entraînées pour. Alors c'est leur première participation pour la plupart, j'imagine? Non, je vais vous dire, pour les clubs, ils sont entraînés, ils font des championnats, on a des champions d'Afrique, on a des athlètes de haut niveau. Mais on va laisser la priorité à ceux qui vont venir. Des gens qui... Nous, l'essentiel, qu'ils aient un certificat médical, ça c'est l'essentiel, qui vient avec ça, et qu'ils sachent nager. Ça, ils vont signer comme quoi. Mais on a instauré un cordon de sécurité avec des bateaux pour suivre tout ça et porter secours au cas où. On a sollicité la protection civile, comme d'habitude, les gardes-côtes. Donc toute l'organisation avec l'APC, la Daïra, la DGS, que je remercie beaucoup parce qu'ils font un travail formidable et ils nous aident dans l'organisation vis-à-vis des organismes qui sont spécialisés dans tel ou tel truc, et la DGS est d'un grand secours pour ça. Eh ben, on vous souhaite une très belle réussite pour cette première édition. On rappelle que vous avez l'habitude de faire plusieurs éditions, mais c'est la première qui est féminine. Exactement, féminine. Voilà, donc on rappelle que vous êtes très actif aussi pour la promotion de ce sport, qui n'est pas très connu, mais qui prend quand même de l'ampleur. C'est-à-dire l'ampleur maintenant, on le souhaite que ça va être encore plus, puisqu'on veut développer ce qu'on appelle l'aviron de mer, le beach rowing. Parce que nous, on fait de l'aviron sur les barrages et les plans d'eau calmes. Et depuis des années, d'ailleurs le premier championnat, la première édition aux Jeux Olympiques de beach rowing s'est faite cette année, l'année dernière au niveau des Jeux Olympiques de Paris, où le beach rowing a été inscrit. D'accord. Nous, on a commencé il y a longtemps, mais on a quelques bateaux. Et avec la DGS et monsieur le Premier ministre Walid Alger, avec qui on a discuté la dernière fois, il nous a demandé de faire des propositions. Donc on compte lancer à grande échelle le beach rowing. Et il y a le niveau des jeux qui vont se dérouler à Annaba, des jeux scolaires. Le beach rowing est inscrit.
sera introduit aussi. Voilà. Et à partir de là, pourquoi on souhaite lancer ça? C'est qu'on a toutes les côtes, toute la côte, et c'est plus facile de faire de l'aviron sur les plages, etc. Ce sera pour nous un grand développement et une sortie vers les gens qui vont voir cette discipline. Effectivement, en tout cas, on souhaite une très très belle réussite déjà pour demain. Inch'Allah, on rappelle que c'est la première édition, donc canoë, kayak et paddle spéciale, édition spéciale féminine, et on rappelle que c'est à l'occasion donc du double anniversaire, la fête de l'indépendance, la célébration donc de la fête de l'indépendance. C'est ça qu'on l'a nommé Bint el-Mahrousa. Bint el-Mahrousa, voilà. Alors, c'est jeunesse et indépendance. Exactement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et sport, effectivement. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Mustafa Louhadj. Donc, je rappelle, vous êtes le président de la Ligue algéroise, donc des sports d'aviron et de canoë-kayak. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, et cette fois-ci, donc, nous allons nous intéresser à une très très belle exposition qui a eu lieu sous l'intitulé donc héritière de la lumière. Ce sont donc les élèves de Adjaout, donc le grand miniaturiste, qui ont exposé leurs œuvres. Je vous laisse voir ce reportage qui est signé Samia Bouharour. Héritier de la lumière, une exposition qui a regroupé plus d'une soixantaine d'élèves et passionnés de la miniature et d'enluminure, encadré par le maître Mustafa Adjaout. La plupart c'est des femmes. Il y a un engouement des femmes. Elles s'appliquent très bien et ils écoutent bien. Elles ont réalisé pas mal. Moi je suis content. Je suis content de ce qu'elles ont réalisé. Vous allez voir vous-même ce qui a été quand même fait. Je me suis décidé à transmettre tout ce que je sais. Cet espace dédié à la création est une occasion de faire revivre cet art authentique profondément lié à notre identité islamique. C'était aussi une aubaine pour rendre hommage aux grands maîtres qui nous ont quittés. J'ai connu Mohamed Rassim Rahmou, je l'ai rencontré que 2 fois. Quand il a été le président du jury du prix national de la miniature. C'est le seul prix d'Azemini parce que c'était Rassim qui était le président du jury. Oui, donc après ça, il y a Ben Debbar qui nous a enseigné la décoration sur bois. Bien qu'on a décoré, on n'a jamais touché au bois, mais on apprenait sur le papier. Donc la miniature, je me suis spécialisé dans la miniature avec Mohamed Temman. Mon lumineux, c'était Mohamed Ghanem. Le ministre de la Culture, qui a visité l'exposition, a salué cette initiative et a rencontré de près les artistes. Oui, je suis très honoré d'être en présence du grand maître Adjaout qui a bien voulu monter cette exposition. Et ce qui est très important, qui a pu transmettre à la génération d'aujourd'hui ce savoir-faire purement algérien. Ici, c'est une belle exposition qui regroupe des jeunes hommes et femmes entre 20 ans jusqu'à 70 ans, surtout des femmes. Et beaucoup de femmes. C'est extraordinaire, ce travail très fin dans lequel on est très très fiers. Cet espace de partage entre les artistes était une occasion pour exprimer leur reconnaissance envers leur maître. Je me suis inscrite dans l'atelier de M. Adjaout et là j'ai rencontré un homme merveilleux. Ça fait à peine 6 mois. J'en ai fait 3. Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'est donc une très belle exposition qui a eu lieu donc, au Palais de la Culture sous l'intitulé Héritière de la Lumière. C'était donc les élèves du grand miniaturiste Adjaout qui ont exposé leurs œuvres. À présent, bonne nouvelle donc pour les familles qui veulent inscrire leurs enfants, qui veulent sortir en cet été. Une ferme pédagogique va très bientôt ouvrir ses portes. Nous allons en parler ce matin en compagnie donc de Monsieur Bichiri Mounir. Bonjour, marhaba bik. Bonjour Nolhouda, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je remercie toute l'équipe de Canal Algérie. جمعة مباركة pour
les spectateurs, ça va, non? Rabbi yahfadek, merci beaucoup. Alors, une ferme pédagogique, Ça devient comment ça a aujourd'hui, germé finalement? ça devient une tendance partout dans le monde. Oui. En France, en Espagne, en Belgique, ici en Algérie, ça grimpe beaucoup parce qu'il y a un aspect vraiment pédagogique là-dedans. On accueille beaucoup d'enfants. Oui. Bon, investir dans une ferme pédagogique, c'est pas seulement investir dans un lieu de loisirs, mais c'est investir dans l'éducation de nos enfants. Effectivement. Très bien. Donc, par rapport, on reçoit par exemple des enfants qui ne peuvent même pas monter sur un dos de cheval. Par contre, avec notre équipe, petit à petit, l'enfant prend une confiance en soi. Alors, on rappelle que en marge de cette ferme pédagogique, c'est un centre équestre. Équestre, c'est une école carrément. Une école carrément. Oui. D'accord. On reçoit les enfants pour inscription à partir de 5 ans à peu près. Ça commence jeune, hein? Oui, bien sûr. Donc, comme vous dis, les enfants, des fois, ont peur de monter sur un cheval. C'est par rapport, ils ont peur, ils n'ont pas confiance en soi. Nous, notre rôle est de faire une confiance à nos enfants. Donc c'est pour cela qu'on a pensé à créer un espace, un grand espace, une ferme pédagogique. On a plusieurs activités là-dedans. On a des visites pédagogiques par rapport aux écuries des chevaux. On est en train de créer un petit zoo pour les animaux de la ferme. Domestique bien sûr. On a plusieurs activités comme... Alors les animaux de la ferme, c'est pratiquement le premier module que les maternelles ont. Hein, bien sûr, c'est clair, oui, c'est ça. Donc là, vous leur ouvrez grand les portes pour venir découvrir de plus près les animaux de la ferme. On reçoit beaucoup les écoles, les écoliers, pratiquement les écoles privées. On reçoit les enfants, on les accueille et on fait des activités, plusieurs activités. Par exemple, on fait même des ateliers. Par exemple, le jardinage, la poterie, le dessin sur verre. Il y a plusieurs activités. En même temps, c'est des activités de loisirs. On fait le quad, on fait une animation clown, animation magicien, la narration. Il y a plusieurs activités pour les enfants. Ah, c'est très bien. Oui. Donc, c'est plusieurs activités. Alors, c'est en cours? Oui, pratiquement l'ouverture, ça va être le 12 juillet, l'ouverture officielle, l'inauguration. D'accord. Oui. On accueille aussi les familles. On a fait un programme à partir de 17h par rapport à la chaleur. Il y a plusieurs choses. Le merdoma, les grillades. On a fait une khayma kbira. C'est pour les événements, pour الناس يعني تجي هكذا العشيه pour prendre du thé, قلب اللوز, des petites animations هكذا عود dans un thème sahérien. D'accord. Donc il y a plusieurs aspects dans notre ferme pédagogique. Il fait 47 degrés au Sahara. Ah bien sûr, c'est clair. Non, on a le Sahara chez nous. Très bien. Donc là, nous sommes en train de découvrir des images de la ferme. Probablement, vous allez pouvoir nous les commenter. Très bien. Donc là, c'est un lac. On va faire quelques activités nautiques. Donc, par exemple, un petit kayak. On fait le pédalo là. Donc là, c'est l'espace pour les familles. C'est 4000 mètres gazon naturel. Il y a aussi la carrière professionnelle pour l'équitation. Oui. Elle est dans les photos. Donc, on essaye de répondre aux exigences de toutes les catégories. Oui. Et les parents, les enfants, les personnes âgées et surtout les enfants malades, les enfants trisomiques. C'est très important le monde équestre pour eux. Oui, les trisomiques et aussi les enfants autistes. Oui, les autistes, les trisomiques et les enfants autistes. Effectivement, là nous sommes en train de voir une très belle vidéo d'ailleurs. Pouvez-vous nous la commenter? Donc, on fait des balades. On a juste une forêt. Nous sommes à Cheraga. La rivière, on a juste à côté une forêt. On fait des balades à cheval, comme vous voyez ici. Donc, chaque vendredi, les samedis. Donc, on essaie toujours de créer des choses. Ça sort de l'ordinaire. Oui. Voilà, donc surtout pour offrir toutes ces activités à ces enfants et surtout que les parents auront une idée où est-ce qu'ils pourront
s'ils ont envie de sortir. Bien sûr. Surtout que c'est les vacances en ce moment. Bien sûr. En même temps, la famille algérienne ne trouve plus où aller. Donc, les manèges, l'enfant avec le téléphone, ils veulent avoir d'autres, de nouvelles. Oui, oui, oui. C'est bio, je pense que la nature, elle est présente. Oui. Dans toute la ferme. Alors c'est une thérapie. Oui, 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 oui. Finalement, c'est une thérapie. Alors revenons aux activités aquatiques que vous proposez. Donc il y a le lac à côté. À côté. Alors, chez nous, c'est le lac oui, oui, à l'intérieur de la ferme. On a vu à travers les images. Alors ça va être des activités encadrées ou ce sera juste des activités de plaisance? Non, non, c'est juste des activités de loisirs. On a le kayak, le mini-kayak, un petit circuit, on a le pédalo, et on va créer d'autres, Inch'Allah, activités encore, Inch'Allah. Inch'Allah, donc l'inauguration, on a dit, elle est prévue. Ça va être le 12, en présence du président de la fédération de l'équitation. Oui, et plusieurs personnalités qui, par rapport, on peut relier, c'est-à-dire notre activité avec le tourisme aussi. Oui. Oui. Parce que le tourisme national, il y a tout le monde qui ne trouve plus un endroit pour passer une belle journée avec les enfants. Donc on a pensé à la famille algérienne, on a pensé aux enfants, les enfants malades, les écoliers. Donc il y a un tout. Alors parlons un peu des enfants donc, trisomiques par exemple, ou les enfants autistes. Donc on a dit que c'est une thérapie à part entière, le cheval pour eux. Donc on a vu déjà comment ils se sentent à l'aise lorsqu'ils sont à dos de cheval, comment ils sont sereins. Comment vous allez encadrer un peu ou vous allez accompagner ces enfants malades au niveau de votre ferme? Donc pour nos créneaux, il y a des créneaux pour les enfants normaux, c'est clair. Oui. Et on fait des créneaux spéciaux pour les trisomiques et les enfants autistes, bien sûr, avec un coach spécial. D'accord. La dernière fois, on a eu une visite à un petit enfant malade. Le cheval. Je veux vivre pour toujours ici. Oh là là. Wallah, ça m'a fait choc. Wallah, wallah. Parce que les enfants avec autisme, donc, une fois, ils sont sur le dos de cheval, c'est bon. Ils se calment carrément. Vraiment, c'est un remède pour les enfants malades. Oui, effectivement. Et même pour tout le monde. Hein. Bien sûr, bien sûr. Moi, personnellement, quand je suis très fatigué, dès que je fais une balade à cheval, ça y est. Très bien. Voilà, vous dégagez toutes les énergies négatives. Oui. C'est bon, effectivement. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement des chevaux aussi, alors est-ce qu'il y a par exemple des ateliers de comment s'occuper d'un cheval, par exemple? Ça aussi, c'est très intéressant, monter à dos de cheval, d'accord, mais tout l'entretien qui va avec, ça aussi, ça fait plaisir aux enfants. Bien sûr. Donc, il y a deux sortes de programmes. Une fois, on accueille les enfants des écoles. Donc, on a un atelier équestre, on appelle un atelier équestre. On va faire une démonstration, comment serrer un cheval, comment monter sur un cheval, les différentes races de cheval. Très bien. Alors, c'est de l'éducation, hein, donc vraiment, c'est de la pédagogie à part entière. Et par rapport aux adhérents, on profite là où il y a un mauvais temps, on fait des cours théoriques. Sur place, on a une salle de formation, de cours. Donc, on profite pour transmettre tous les renseignements qui concernent le monde équestre. Alors ça, c'est pour le monde équestre, mais sinon, à côté, parce que ça reste une famille pédagogique, donc on peut tout imaginer de pédagogique. Alors, est-ce qu'il va y avoir, par exemple, d'autres ateliers sur d'autres domaines? Alors, on sait très bien, par exemple, que les fermes pédagogiques, comme c'est une ferme à part entière, il y a à côté, par exemple, des activités artisanales, des ateliers artisanaux. Très bien. Est-ce que vous pensez... Donc, là, je vais parler un peu, c'est-à-dire, dès qu'on le soit, les enfants, on va les partager en groupe et on va faire tout un programme toute la journée. On commence par des balades à deux de cheval. Ils vont faire des balades sur place. Ensuite, on va faire des ateliers artisanaux. C'est-à-dire, par exemple, on va faire le jardinage, la poterie,
Ah, le jardinage aussi, c'est Oui, une oui. thérapie. Hein. Et on fait aussi l'atelier fromage. D'accord. Très bien. Ils vont découvrir tout ce qui est bio. D'accord. D'accord. Atelier fromage, c'est Très bien. intéressant ça. Et on termine, bien sûr, ils vont prendre leur repas, et on termine par une animation, soit un clown, soit un magicien, et ça rentre toujours dans un cadre éducatif. Oui. Toujours, c'est pour passer des messages aux enfants. Même le spectacle doit être pédagogique. Donc, toute la visite ça doit être pédagogique. Alors, qu'en est-il maintenant pour prendre contact? Est-ce qu'il y a un abonnement à faire? Est-ce que la personne peut venir Très bien. comme ça? Donc, elle se lève le matin, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la Merci salle pour la pédagogique. question. Donc, par rapport à notre ferme pédagogique et notre centre équestre, on a fait deux sortes de programmes. Premièrement, le programme pour l'école d'équitation de Jawad Al-Assil. Donc, on a des packs à proposer pour les adhérents. C'est 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, 3 fois par semaine, paiement mensuel, paiement trimestriel, paiement annuel. Et on a le deuxième aspect, c'est, comme on a déclaré tout à l'heure, c'est un espace de loisirs pour les familles. Il y a plusieurs activités. Il y a une calèche sur place. Ah, Très bien. d'accord. Il y a des balades à cheval sur place pour les petits-enfants, des balades sur les poneys, et on a des balades vers la forêt. Oui. Ça prend 1 heure du temps là. Ah, Donc, sympa, ça. on peut faire même des grillades sur place. Tout Il dépend. faut faire très attention par contre. Hein. Non, non, non. Très, Non, très non, vigilant. nous, on protège l'écologie. On n'est pas là Non, pour. ça, c'est pas pour vous, c'est pour les gens qui nous Bien regardent. sûr. Donc là, c'est Non, c'est avec assistance, avec un encadrement spécial, vraiment quelque chose de professionnel. Donc vraiment, c'est un très très bon plan. Bien À sûr. 360 degrés. Très bien. J'étais dans le domaine du tourisme à 100%. J'allais vous poser la question. Très bien. Voilà. Depuis 15 ans, je suis dans le domaine du tourisme, mais j'ai voulu faire une relation entre le tourisme et le monde équestre, le monde ferme pédagogique. Ça rentre toujours dans le même domaine, mais je ne vous cache pas, c'est plus intéressant de voir la nature, de voir. Ça calme même les esprits. Ah oui, ça calme Vraiment. beaucoup les esprits, surtout Oui. après une semaine de travail. Oui, oui. On a besoin d'une journée où on fait une petite coupure. Donc effectivement, là, c'est un programme très très intéressant. Donc on rappelle que l'inauguration est prévue Ça sera pour le 12 juillet, Inch'Allah. D'ici le 13, Inch'Allah, les portes sont ouvertes pour le grand public, pour les parents qui veulent inscrire leurs enfants dans l'équitation. Donc, soyez les bienvenus. Très bien. En tout cas, on vous souhaite très très belle réussite pour. Merci beaucoup. Et puis bravo d'avoir pensé à ce beau merci beaucoup. projet. Donc merci à vous. Je rappelle Mounir Béchéri, merci d'avoir été parmi nous ce matin. Très très belle réussite. Merci beaucoup pour Canal Algérie donc, et pour toute l'équipe pour cette merveilleuse invitation. Et je passe le bonjour à tout le monde. Jumu'ah Mubarak, Inch'Allah. Rabbi yahfadek, merci beaucoup. Barakallahu fik. Et on continue. Donc cette fois-ci, ça va être une très très belle interprétation d'une magnifique chanson patriotique. Il s'agit donc de Yasmine qui va nous l'interpréter. En attendant de retrouver nos amis, donc Siam Kedouch et Samira Hadjama, qui vont revenir sur les prénoms donc liés à l'indépendance et la révolution, mais aussi les slogans qui nous ont marqués. Je vous retrouve à tout de suite. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا
famille. Donc, Siam Kenouch, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment ça va? Ouais, ça se passe bien? Bah, écoutez, si vous le voulez, ça se passe bien. Je le veux. Voilà, c'est bon. Donc, ça peut aller que bien. Donc, tout le monde va bien, alhamdoulilah. Merci, merci de nous suivre. Juste parce que c'est moi qui le veux? Bah, on le veut. Ah, d'accord. Si Dieu le veut. Alors, voilà, pourquoi pas. Voilà, on devrait vous le voir alors chaque matin. Alhamdoulilah. Et bien sûr, Samira Hadjamar. Bonjour, Samira. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, nous sommes à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. Une double fête, hein, fête de l'indépendance, mais aussi la fête de la jeunesse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Et aujourd'hui? De la liberté, de l'indépendance, de la jeunesse, 63 ans depuis le 5 juillet 1962. Et depuis, il y a eu des slogans qui nous ont bien marqués. Avant déjà, en 1962. Qui ont traversé les temps, qui nous ont bien marqués. Et on continue. Musique après. Non, direct, d'accord. C'est aujourd'hui. J'allais pas l'annoncer, je me suis dit je vais gagner un peu plus de temps avec vous. Bon, mais il est prêt, quand même. Super. Voilà, allez, jingle. Écoute, il n'est pas prêt. Bon, Malish. Voilà, finalement, j'avais prédit ça. Il y a eu, on va dire, un point de départ aussi au 5 juillet. Le 5 juillet, c'est la fête, c'est la grande fête. Et le peuple algérien avait promis une grande fête puisque ça clôturait une semaine d'élection, de vote plutôt, de référendum. Et donc, la fête a commencé bien avant, bien sûr. Hein. Donc, référendum 1er juillet. Et puis, à partir du résultat, du très beau résultat de ce vote, les Algériens ont commencé à faire la fête. On a eu des milliers de drapeaux qui sont sortis tout d'un coup, voilà. Tout d'un coup. On a très bien compris. Ça, c'est aussi notre expression qui nous a bien marqué. Qui rentrait dans le parler courant, en fait, voilà, pour s'amuser un peu. Voilà. Tout d'un coup, et dans toute l'Algérie, on a des images de la fête des Algériens qui sont sortis de partout, de toutes les wilayas pour célébrer ce jour qui est magnifique. C'est une joie que les gens de l'époque et bien même après n'ont pas pu exprimer en termes de mots. C'est une joie incommensurable. En ce jour, il y avait un photographe. Plusieurs. Il y a eu un photographe français, Ribou, Marc Jomon. J'allais parler de quelque chose d'autre. Voilà. Jomon, au fait, Jomon, il ne s'appelle pas Jomon, mais je sais que c'est les 2 syllabes de sa femme et de sa fille. Je ne me rappelle pas des 2 prénoms. Il a pris tellement de photos qu'il a décidé par la suite de faire des carnets de cartes postales. C'est très joli. Et ce sont des carnets, effectivement, où le drapeau s'impose vraiment. C'est la première chose qu'on voit. C'est le drapeau algérien. Ensuite, on voit beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants et ils sont habillés de leurs plus beaux habits. Hein. Les femmes, on les beaucoup voit de haïk. aussi, beaucoup de haïk, beaucoup de blanc. Exactement, mais pas que. On a vu aussi des scouts. On a vu les filles habillées toutes en robe blanche, petite robe blanche, défiler et chanter, entonner en fait, soit l'hymne national, soit honneur aux Chouhada, aux martyrs de l'Algérie. Voilà, donc. Il y a eu les adultes bien sûr, ils ont défilé dans des camionnettes, ils ont défilé dans des voitures, ils ont défilé à pied, ils ont couru. C'est une joie ça a été un élan, j'ai envie de dire, international, puisque là où il y avait les Algériens, le drapeau algérien est sorti. Voilà, que ce soit par exemple dans le camp de la folie, celui de Nanterre, là où les Algériens étaient parqués, on retrouve aussi, à moi, elle me donne toujours des frissons. Ça fait des années que je regarde cette scène. C'est toujours la même sensation, n'est-ce pas, Siham, par rapport à cette c'est grandiose. Cette scène, elle est vraiment émouvante. On la regarde toujours avec la même émotion. Donc voilà, on a les images du 5 juillet à Alger. Et on voit les petits, donc tout le monde est sorti, les classes. Alors on rappelle que ce sont de véritables images d'archives. Hein, Et les slogans qu'on voit, ils étaient écrits sur les voitures, libre et heureux. Vive notre patrie, un seul héros, le peuple. Mais il faut savoir, il faut le dire, que les slogans ne sont pas tous, ces slogans ne sont pas tous nés le 5 juillet. Hein. Ils sont accompagnés des dates historiques. Celui-là, un seul héros dans le peuple, est apparu à la Casbah, sur l'un des murs de la Casbah. On ne sait pas. On ne sait pas qui l'a écrit. Et par définition, un slogan, on ne sait pas qui l'écrit. En fait, c'est une expression populaire, c'est quelqu'un qui l'écrit par rapport à une situation. Celui-là est apparu dans les années 50. Et que les Makam el Makal, c'est ce qu'on N'est-ce pas? Oui, tout à fait.
Sinon, ça deviendrait une citation. Et on connaîtrait en fait l'auteur. L'auteur, voilà. Et juste pour reprendre la définition, voilà, un slogan est une brève formule frappante lancée pour propager une opinion, soutenir une action. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça peut être une phrase politique, bien sûr. C'est aussi le cas, puisqu'il y a eu un côté politique à notre indépendance. Elle est concise, elle est originale, elle est d'abord l'expression, par rapport au slogan de l'indépendance ou des dates historiques de l'Algérie, de la volonté du peuple. C'est la volonté du peuple. Il y a eu un combat, il y a eu une guerre féroce, il y a eu l'oppression du colonisateur, il y a eu la torture, il y a eu plein de choses. À un moment, le peuple algérien s'est révolté. Enfin, dès le début, il s'est révolté. Dès 1830, il y a eu des révoltes. Mais ces révoltes, à un moment, ils les ont transcrites. Alors qu'on sait que 90%, peut-être plus, des Algériens étaient analphabètes. Ils ont écrit, ils ont des slogans pour exprimer leur volonté la plus profonde. Et on les retrouve dans ces slogans. C'est comme One, Two, Three, Viva l'Algérie. On ne sait pas exactement si c'est post-indépendance. Personne ne connaît l'origine. On croit savoir qu'il y a eu un match pendant la colonisation et c'est sorti. One, Two, Three veut dire I want to be free. Et dans la mauvaise prononciation, ça donnait One, Two, Three, peut-être. On ne sait pas. C'est des hypothèses. Il y a eu des études, mais personne ne connaît exactement. Et c'est toute la valeur du slogan. Et ils sont importants. Ils sont très importants. Nous, chez nous, qu'est-ce qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui? C'est inscrit dans notre ADN. On n'a pas connu la colonisation. Ce sont nos grands-parents, nos parents. On n'a pas connu le 5 juillet 1962. Sinon, on serait en retraite depuis longtemps, je pense. Ça va non, venir, pas depuis longtemps, mais voilà, bien sûr, une bonne chose, la retraite. Mais on connaît Viva l'Algérie, Tahia al-Jazair de partout. L'Algérie, c'est One, Two, Three, on le dit régulièrement. Gloire aux martyrs, Allah yarham shuhada, un seul héros, le peuple, c'est sur les murs. C'est-à-dire, même aujourd'hui, en 2025, les jeunes, quand ils font la moindre des choses, hein, un t-shirt, un graffiti dans la rue, eh ben, on a cet esprit de la patrie, vive l'Algérie, honneur aux martyrs. On ne les oublie pas. Ils sont avec nous quand on est, quel que soit l'endroit, en Algérie ou dans le monde. Effectivement, voilà. Donc, ce sont des slogans qui continuent à vivre, Et ils sont présents sur tous les murs. Ils sont présents dans nos cœurs aussi. Il est dans notre ADN. Voilà, dans notre ADN, effectivement. Alors, mais ça accompagnait des dates, le 8 mai 45 par exemple, il y a beaucoup. Alors, il y a Algérie musulmane, pourquoi? Parce que le colon français a de tout temps essayé l'acculturation, la transformation. Toutes les mosquées ont été transformées en églises, ou même pire, en écurie pour certaines, ou pour un casernement, c'est-à-dire selon la grandeur de la mosquée. Donc, l'affirmation de l'identité, de la religion, de la langue aussi. On retrouve des slogans, beaucoup de slogans en arabe, hein, pas que en français. Mais en français, ça passe mieux, comme ça le colon pouvait comprendre. Donc on retrouve la religion, la liberté, l'intégrité du pays. On retrouve bien sûr un hommage à l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, au Front de Libération Nationale, au gouvernement GPRA, donc le gouvernement provisoire. Tout ça, ce sont des choses qui ont été exprimées dans sur des banderoles ou alors sur les murs. Voilà, et qui ont été immortalisées. Alors, on peut retrouver dans la bataille d'Alger, les films, il y en a eu plusieurs par la suite, hein, et on retrouve dans les photographies, effectivement, dont celle de Marc Ribot. Et il y en a une en particulier qui a servi pour notre histoire et pour dénoncer un massacre qui a eu lieu et qui est passé, on va dire, sous silence. C'est Ici, on noie les Algériens. C'est un graffiti qui a été fait par le père de Juliette Binoche, l'actrice française, et il était avec, je crois, 2 de ses amis. Ils étaient de passage et ils ont inscrit ça sur les quais de la Seine. Aujourd'hui, il y a une stèle, tout ça, mais à l'époque, c'est passé sous silence. On a tué le 17 octobre 1961. Beaucoup d'Algériens, on les a jetés dans la Seine. Et ce graffiti, avec cette photo prise, ont permis de dénoncer quand même un massacre qui a eu lieu
contre les Algériens pendant la colonisation. Effectivement, finalement, les slogans, c'est aussi une autre façon de militer, une autre façon de combattre. C'est un combat à part entière. C'est un combat à part entière. Un autre combat, pour moi aujourd'hui, ce matin, donc, oui, un autre combat, des points de vue qui changent et des prénoms qui voyagent. En fait, moi, je vais vous proposer 2 prénoms qui ont voyagé d'une situation à une autre, qui ont épousé certaines situations et qui se sont transformés avec l'Algérie. En transformation des époques, des situations, etc. Donc nous avons les 2 prénoms masculins que je trouve personnellement très rattachés donc, à notre révolution, à la révolution algérienne et aussi à l'indépendance de l'Algérie. Alors ce sont des prénoms qui ont existé même bien avant la colonisation, mais qui étaient des prénoms qui ont surgi du monde du soufisme. D'accord. Alors, nous avons 2 prénoms. Nous avons Boualem et l'Akhdar. Déjà, Boualem, c'est le surnom de Abdelkader al-Jilani. Nous avons Abdelkader al-Jilani, qui était un pôle du soufisme, une grande école, etc. Partout dans le Maghreb, notamment chez nous en Algérie. Donc, Zawiya ou Tariq al-Qadiriya. Je parle de Tariq al-Qadiriya, qui est Abdelkader al-Jilani, arrivé d'Orient et qui a bien sûr installé une grande école de grands principes, etc. Et sa zawiya existe partout en Algérie. Il y a même des chants soufis qui se rattachent directement à cette zawiya al-Qadiri. Et puis voilà que Abdelkader al-Jilani est surnommé, son surnom c'est Boualem. Pourquoi? Boualem, c'est le porte-étendard. C'est le porte-étendard. Vous savez, dans les zawiettes, il y a toujours cet étendard grand, vert notamment, etc. et qui est symbole du maraboutisme. Donc d'ailleurs, on dit bien vers marabout, n'est-ce pas? Du paradis, on va donc, déjà. Pourquoi? Pourquoi le vert? Parce que justement, nous le Jannah. Mais quand on parle de Boualem, on parle en premier de Abdelkader al-Jilani. Plus tard, c'est le drapeau national qui était en fait, on faisait allusion à ce drapeau, aux couleurs donc nationales avec celui de Boualem. Donc, je disais, alors Boualem, déjà, c'était à l'origine un prénom soufi. Pendant la guerre de libération nationale, on donnait ce prénom aux enfants Boualem. Pourquoi? Pour rappeler donc les couleurs du drapeau. Donc vous avez un emblème caché. Ce prénom a été interdit en 1958 dans l'Algérie, carrément, dans l'état civil. On n'avait pas le droit de porter ce prénom. D'autre part, le prénom l'Akhdar. Les prénoms faisaient peur. Et alors, c'est normal, ça portait un message. Et nous avons l'Akhdar. L'Akhdar kif. L'Akhdar, c'est un prénom qui vient du soufisme. On rappelle, c'est l'Akhdar Belkhlouf, etc., n'est-ce pas? Donc c'est le paradis d'un côté, mais arrivé à l'époque 54-62, c'est devenu la couleur du drapeau, la couleur du paradis, donc Shurada, et la couleur de l'espoir. Ça, c'est universel. Et du coup, l'Akhdar a vraiment... oui, bon, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'Akhdar comme Katib Yassine, par exemple. Si vous trouvez, si vous prenez le livre Najma, voilà, le livre Najma, alors la première phrase, quand vous ouvrez, vous lisez, vous allez trouver que l'Akhdar s'est échappé de sa cellule. Et c'est une phrase très allégorique, en fait. Voilà, l'espoir est là. L'Algérien est là. Maintenant, c'est fini. Il dit non, il combat. Donc, ces enfants qui sont nés pendant cette période portaient fortement ces prénoms, non pas parce que ce sont des prénoms soufis, maintenant on a oublié Abdelkader al-Jilani, on a oublié Abdelkader Belkhlouf, on a oublié ces gens-là, mais plutôt pour affirmer une présence algérienne. Donc vous voyez comment un prénom peut passer d'une culture à une autre. Déjà, c'est un contexte aussi. Exactement. Donc nous sommes vraiment dans un voyage. Ce sont des vagues, c'est une approche différente. D'un autre côté, il y a eu des prénoms féminins interdits aussi. 1958 n'avait pas le droit d'appeler dans certaines APC. Bon, j'ai l'exemple d'Alger et de Blida. Alors 58, quelques mois de 58, Houria. Voilà, parce qu'ils ont compris que c'était indépendance, et non pas la houriyad du paradis. Ils ont compris qu'on jouait sur l'essence. Nassera et Abdel Nasser.
Donc nous avons Nasser, Nassera, Abd Nasser et tous des connotations d'indépendance et de liberté. Exactement, et c'était des prénoms interdits. Boualem aussi a été interdit, notamment à Blida, les années 58-59. Donc vous voyez que même un prénom a joué un grand rôle. Même ces prénoms, nous avons tendance un petit peu sous-estimer ou laisser de côté, dire bon, on s'en fout, c'est juste un prénom, c'est juste comme ça. Alors, et j'ai entendu des gens dans d'autres réseaux qui disent non, hadouk ma ndouch alayhom, ou là par exemple, ça ce n'est qu'un mythe, ma nardouch alayh, ou là ça ce n'est qu'un prénom. Attention, les mythes, les prénoms, les légendes et tout jouent un grand rôle dans une société. Et on n'en a pas le droit de dire ma ndouch alayh parce que bon, Khuraifa, c'est très important. Il y a eu des choses grandioses qui sont nées d'une simple Khuraifa. Vous voyez, donc d'un simple prénom, finalement, on a pu ancrer toute une conviction, tout un héritage. Un héritage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas aléatoire. Il y a des gens qui viennent qui disent bon, non monsieur, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient très très bien. Sauf pour Nana. Alors, Nana, c'est un prénom de fraîcheur, non? Notre pauvre voisine Nana. Nana, c'est un prénom. Siham ne te trouvera toujours des significations et des contextes. La Nana, c'est, bien sûr, c'est un prénom de fraîcheur, c'est un prénom féminin qu'on retrouve de la région de Sétif, Borj et Sétif, et c'est un prénom de fraîcheur. Oh, oui, c'est frais, Nana, quoi. Surtout en été, oui. On avait notre voisine, Nana, qui était centenaire, hein, et c'était son vrai prénom, c'était pas un surnom. Oui. En fait, oui, c'était un prénom, Nana, et je trouve que c'est un prénom plein de fraîcheur. Il y a des prénoms comme ça. Aussi. Hein. Il y a des prénoms comme ça, fraîcheur, été, on le fera la prochaine fois. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement. Ouais, merci beaucoup, les filles, pour ce beau partage. Et donc, à travers vous, nous avons célébré la veille, donc voilà. la double fête, une très belle fête du 5 juillet de l'indépendance, mais aussi la fête de la jeunesse. Alhamdoulilah, effectivement. Samira, merci. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bientôt. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve demain à partir de 8h pour une édition spéciale qui sera dédiée au 5 juillet. Merci. À demain. Au revoir.